Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour votre rendez-vous avec l'actualité. Soyez les bienvenus dans votre émission Les Visiteurs du Soir, une heure pour décrypter, analyser et débattre de l'actualité du jour. Avec au sommaire ce soir, nous allons consacrer une large partie de l'émission à cette déclaration d'Emmanuel Macron. L'envoi des troupes occidentales sur le sol ukrainien ne doit pas être exclu à l'avenir. Comment interpréter ce pavé dans la mare lancé par le président français? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Surtout au vu des premières réactions des alliés qui ne vont pas vraiment dans le sens d'Emmanuel Macron. Large décryptage dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous vous invitons à découvrir la vie hallucinante de Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien, orphelin, apatride, poète et résistant. Et on va le faire grâce à cette magnifique BD qui revient sur la vie héroïque de ce résistant étranger mort pour la France qui est entré au Panthéon la semaine dernière. Nous serons avec Didier Daninx, probablement l'homme qui connaît le mieux ce personnage de l'histoire, rencontre d'ici une petite vingtaine de minutes. Et puis en dernière partie d'émission, je vous conseille vivement de rester avec nous. Témoignage bouleversant, absolument incroyable de Jean-Philippe Blondel, dont la vie a été marquée par des drames familiaux et des maladies. 2 fois, il a regardé la mort en face et il vient nous partager ce soir une leçon de résilience, une leçon de vie. Traversée du feu, c'est le titre de son livre. Rendez-vous aux alentours des 21h40. Voilà pour le programme. Nous sommes le mardi 27 février. Bienvenue dans les Visiteurs du Soir. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans sa 3e année, une vingtaine de chefs d'État européens se sont rassemblés à Paris hier. Objectif, faire le point sur le soutien européen à l'Ukraine. Et une phrase du président français Emmanuel Macron n'est pas passée inaperçue. L'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien ne peut être exclu à l'avenir. Une déclaration qui a évidemment fait réagir aux 4 coins de la planète et à Moscou aussi. Les explications, Alexandre Gérard. C'est une sortie qui a marqué les esprits. Emmanuel Macron a été ferme, la défaite russe est la seule option possible. Le président français évoque pour la première fois l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Une déclaration qui n'est pas faite par hasard. Emmanuel Macron organisait une conférence de soutien à l'Ukraine et il l'a répété, il ne veut plus être à contretemps. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui disent qu'il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Selon les observateurs, cette phrase est aussi dirigée vers Vladimir Poutine. Moscou en a d'ailleurs profité pour contre-attaquer et menacer en retour les pays de l'OTAN. Si des membres de l'OTAN envoient des troupes pour combattre en Ukraine, alors les discussions porteraient sur le caractère inéluctable d'un conflit entre la Russie et l'OTAN. La France prend le rôle de chef d'orchestre pour une éventuelle Europe de la défense. Mais d'autres pays de l'OTAN comme l'Allemagne ou la Belgique ont réagi à ces déclarations. Pour eux, l'éventualité d'envoyer des troupes au sol n'est pas à l'ordre du jour. L'aide matérielle reste la priorité numéro 1. Et pour en parler avec nous, tout d'abord, bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir Jim. Avocat au barreau de Bruxelles. Vous êtes aussi évidemment directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, spécialiste de la défense européenne. On aura besoin de vos lumières ce soir, Frédéric. À vos côtés, un collègue évidemment, bonsoir Paul Lonsin. Bonsoir Jim. Un autre collègue, bonsoir Valentin Dochaud. Alors un collègue évidemment de la Libre, Valentin, puisque vous êtes journaliste au service Inter, en charge notamment du suivi de l'actualité russo-ukrainienne. Je suis à vous dans quelques instants parce que vous revenez d'Ukraine ce week-end. Mais avant ça, Frédéric Moreau, pour expliquer aux gens qui nous suivent comment vous interprétez cette déclaration d'Emmanuel Macron. Très concrètement, de quoi on parle là, Frédéric? Bon, écoutez, avant de se lancer dans des élucubrations et de la politique aérie, des vrais amis réunis de la Russie et de la Biélorussie pour des raisons de politique intérieure, je crois qu'il faut écouter vraiment ce qu'a dit le président de la République et de façon très précise. Il répondait à la question d'un journaliste qui disait « Que pensez-vous des déclarations du Premier ministre slovaque envisageant la possibilité de troupes au sol ?» Réponse, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur ce point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la question a été débattue, qu'il y a des pays, il y avait quand même 27 pays représentés, dont 21 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et dont 24 de l'Union européenne. Ça veut dire que certains pays envisagent d'envoyer des troupes au sol, quand? Pas maintenant. En dynamique, rien n'est exclu. C'est-à-dire dans l'hypothèse où le front ukrainien s'effondre, où Kiev serait assiégé, etc.
Quel pays le président de la République ne le dit pas? C'est une première ambiguïté stratégique. Il l'assume, il le dit, c'est une ambiguïté stratégique. Les yeux, évidemment, se tournent vers la Pologne qui ne pourrait pas accepter la chute de Kiev. Est-ce que la France pourrait faire partie de ces pays? Est-ce qu'elle exclut d'envoyer des troupes au sol? Je le dis pas. Je dis pas oui, je dis pas non. Donc il faut raison garder. On n'est pas dans l'envoi de troupes françaises au sol. C'est pas du tout ce dont il s'est agi. C'est pas du tout ce dont a parlé le président de la République française. Simplement, rappelons les faits, il y a un durcissement de la position de la Russie, tant du point de vue de la politique intérieure, tant du point de vue du front ukrainien, où le président de la République française dit explicitement qu'on sait que la Russie prépare des actions de sidération de la population ukrainienne, que de l'abandon de l'aide américaine. Donc ces trois facteurs mis en fait font que les Européens veulent garder la maîtrise de l'escalade. Si la Russie escalade, l'Union européenne répondra présente à l'escalade. Ouais, on va tenter aussi de décrypter avec vous le ton aussi du président Macron, un ton très martial, parce qu'on se rend compte, en entendant le reportage, que cette communication n'est pas exclusivement, évidemment, envers les Ukrainiens, c'est aussi à destination de Poutine, pourquoi pas aussi des alliés qui s'inquiètent notamment des déclarations de Donald Trump. Un mot peut-être avec vous d'abord, Paul Loncin, qui revenait d'Ukraine, parce que ça a été évoqué par bon nombre d'analystes en disant que cette déclaration de Macron peut-être finalement souligner aussi les difficultés des Ukrainiens sur le front, que ça justifiait cette prise de parole. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez pu côtoyer justement des Ukrainiens, des Ukrainiennes et peut-être aussi des soldats, Paul? Ces difficultés sur le front, Jim, tout le monde nous en parle et tout le monde en est bien conscient que cela devient de plus en plus compliqué pour les troupes ukrainiennes et que l'intensité des combats n'a peut-être jamais atteint une telle force. On a notamment rencontré des responsables des renseignements ukrainiens, le numéro 2 de l'analyse du renseignement, qui nous dit en effet que les Russes mettent toutes leurs forces dans la bataille sur le front, pour le moment, avec plus de 460 000 hommes qui sont déployés sur toute la longueur de ce front, qui est énorme, très très long, et l'année prochaine les Russes vont encore mobiliser plus de 400 000 hommes. Et donc en effet cela devient compliqué pour l'Ukraine, notamment parce que la Russie est passée en une économie de guerre, produit et n'aura jamais produit autant qu'en 2024 des canons ou des chars. Et d'un autre côté, les Ukrainiens ont des difficultés en termes d'approvisionnement, notamment au niveau de l'aide occidentale, parce que cette aide est trop lente, nous disent les Ukrainiens, il leur faut plus d'armes, parce qu'ils l'expliquent aussi, les armes européennes et occidentales sont beaucoup plus technologiques et beaucoup plus efficaces que les armes russes qui sont parfois trop vieilles, mais cette aide, elle est trop lente du point de vue ukrainien, même s'ils sont extrêmement reconnaissants. Et peut-être pour évoquer brièvement le côté « faut-il des troupes ?», les Ukrainiens, quand on leur demande « de quoi avez-vous besoin ?», ils nous répondent « donnez-nous les armes, on sait très bien quoi faire avec ». Oui, et d'ailleurs, pour faire évidemment à quoi ce que vous venez de dire, on a entendu le président Macron dire, ayons l'humilité de constater que nous avons souvent 6 à 12 mois de retard. Un mot là-dessus, peut-être Valentin Dochon, en vous orientant aussi vers la motivation des Ukrainiens, qui a été vraiment ce qu'on a souligné, en tout cas vu de Bruxelles, pour expliquer aussi cette défense ukrainienne face à l'agresseur russe. On en est où dans cette motivation, selon vous, Valentin Dochon? C'est compliqué, c'est un peu paradoxal. On a une motivation qui veut être absolue. Donc en apparence, tout le monde est là, on le sent très fort dans les discours, il y a une espèce de cohérence du discours. Ouais, une crise existentielle aussi, hein, évidemment. En fait, on est dans la survie et on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, tout simplement parce qu'on peut pas dire autre chose. Derrière ça, derrière les discours, on le voit dans les attitudes, on le voit dans les interviews, on le voit dans la tension qui règne. On sent très bien que tout le monde est épuisé. Sur le plan humain notamment. Je voulais juste rebondir sur ce que Paul disait juste avant. Le même numéro 2 du renseignement nous disait le front c'est une chose. On sait que l'Ukraine s'est repositionnée en position défensive là-dessus. Lui nous disait qu'en l'état, on n'est pas du tout certain que la Russie ait la capacité d'élargir son front, d'attaquer à un autre niveau, notamment à l'ouest près de l'Europe. C'est pas certain que ce qu'on attend, toujours pour réagir à ce que disait Paul, des hommes sur le terrain, on est vraiment dans le besoin d'armes et c'est l'humain qui aujourd'hui... Oui, évidemment on prend avec des pincettes parce que cette déclaration nous vient du côté ukrainien. Bien sûr. Vous voyez me regarder, Frédéric Moreau, parce que évidemment les forces russes sont bien présentes, largement supérieures en termes de nombre, évidemment. Frédéric Moreau, j'aimerais vous interroger sur je le disais, le ton d'Emmanuel Macron aussi. À qui il parle quand il dit ça? Est-ce qu'il parle aux Ukrainiens qui cherchent encore évidemment des soutiens et une motivation? Est-ce qu'il parle à nous occidentaux qui nous inquiétons de voir Donald Trump nous dire que attention parce qu'à partir du 5 novembre prochain les choses pourraient changer? Ou est-ce qu'il parle au président Poutine en lui disant
attention, avec cette fameuse ambiguïté stratégique, attention parce qu'on pourra réagir. Je pense que son discours est essentiellement dirigé à l'attention de Vladimir Poutine. Voilà. Vladimir Poutine, pardonnez-moi l'expression, joue la montre. Il attend la victoire de Donald Trump et il mise sur la désunion des Européens. Il faut quand même saluer l'exploit diplomatique de la diplomatie française d'avoir réuni en si peu de temps autant de chefs d'État et de gouvernement européens et de montrer un visage d'unité. Donc même si, évidemment, chaque pays reste, il le dit du reste à la fin de sa conférence de presse, chaque pays souverain et ne fera que ce qu'il voudra faire, bien entendu. Mais c'est un message très fort. On veut faire plus, on veut faire différemment, on va aider l'Ukraine à coproduire des armes, on va aider l'Ukraine à tenir sa frontière avec du personnel civil face à la Biélorussie, etc., etc. Donc il y a 5 axes d'efforts qu'il énumère dans sa conférence de presse, qui sont un accroissement de l'effort qualitativement et quantitativement en faveur de l'Ukraine. Il prend le contrôle aussi, le président Macron, évidemment, parce qu'on parle de plus en plus de cette Europe de la défense, il faut bien quelqu'un qui l'incarne ou quelqu'un qui lance, et on sait à quel point, évidemment, cette boussole stratégique, je pense que c'était les termes qu'utilisait à l'époque le président Macron, ça compte à ses yeux. Vous allez voir ce qui va suivre, Frédéric Moreau, ça vous intéressait, et vous aussi, parce qu'évidemment, les déclarations du président français ont fait réagir de nombreuses autres personnes. Tout d'abord, ici en Belgique, le PTB d'abord, qui parle d'une dangereuse escalade, l'opposition française. Ensuite, qui critique Emmanuel Macron avec cet argument que eux prônent la paix plutôt que de l'envoi de troupes occidentales. Une opposition qui se dit également préoccupée par la puissance nucléaire russe. Louis Liégeois a compilé pour vous quelques-unes de ces réactions et on décrypte ça ensemble juste après. Sur leurs réseaux sociaux respectifs, de nombreuses personnalités politiques n'ont pas tardé à réagir aux déclarations d'Emmanuel Macron de ce lundi soir. Chez nous, l'opposition n'a pas perdu de temps. Par le biais de son député européen Marc Botenga, le PTB a souhaité réagir. Cette déclaration constitue une nouvelle dangereuse escalade. Un président d'une puissance nucléaire qui envisage ouvertement une guerre directe avec une autre puissance nucléaire. Il nous faut d'urgence une initiative de négociation de paix. Mais c'est évidemment en France que les réactions ont été les plus vives et c'est encore une fois l'opposition qui réagit aux déclarations du président Macron, le Rassemblement national en tête. Agiter le spectre d'un engagement de nos troupes face à une puissance nucléaire est un acte tout aussi grave qu'imprudent. Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. C'est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s'agit. Du côté de la gauche radicale, on se dit aussi inquiet suite aux déclarations d'Emmanuel Macron. Chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon a réagi. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle. D'autres personnalités ont aussi rapidement réagi sur leurs réseaux sociaux. Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti ou encore Olivier Faure. Des réactions qui témoignent une nouvelle fois de crispation entre la volonté du président français et celle de l'opposition. Beaucoup de choses à dire, évidemment. Commençons peut-être par la fin avec ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Je savais que ça allait vous faire rire, Frédéric Moreau, notamment cette petite phrase. Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle. À quel niveau de déconnexion il faut se trouver pour aujourd'hui attendre de Poutine qui nous garantisse des clauses de sécurité mutuelle? Il faut quand même revenir dans l'histoire aussi, Frédéric Moreau. On n'a pas le temps ce soir, mais qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations pacifistes en opposition à ce va-t-en-guerre? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait rebaptiser le nom de ce parti et pas l'appeler les Insoumis, mais les Soumis. Tout simplement. Voilà, quelle crédibilité accorder à ces gens dont certains, encore il y a quelques années, touchaient des fonds de la Russie. Quelle crédibilité ont-ils? C'est ce que j'appelle le cercle des vrais amis de la Russie et de la Biélorussie réunis, quoi. Enfin, c'est une mascarade. Mais par contre, en quelques mots, ce qu'il dit sur le côté deux puissances nucléaires qui s'affrontent, est-ce qu'il n'y a pas un risque là malgré tout, Frédéric Moreau? Comment défaire une puissance nucléaire? Mais justement que non. Justement que non. Seule la dissuasion nucléaire arrête la dissuasion nucléaire. Égalité, c'est ce que vous dites alors. Exactement. Mais attendez, Poutine le sait, tout le monde le sait. C'est pour... Macron est très clair dans sa conférence de presse. Il dit, nous voulons maîtriser l'escalade. Donc il y a une anticipation de l'escalade, encore une fois, de la Russie vis-à-vis non seulement de l'Ukraine, mais de l'Union européenne.
derrière l'Ukraine, l'ennemi de Vladimir Poutine, c'est l'Union européenne, parce qu'elle est bien plus puissante que la Russie, évidemment. Et donc de dire, attendez, vous nous faites pas peur, nous aussi on a l'arme nucléaire, et nous aussi on peut mettre des troupes au sol. Voilà. Tu vois, il y a un truc très intéressant. Il dit des troupes au sol de façon officielle, assumée et endossée. Ça veut dire quoi en creux? Enfin, tous les spécialistes auront compris. Ça veut dire qu'il y a des forces clandestines qui sont déjà à l'œuvre. Oui, on le sait déjà, notamment des Américains. On le sait déjà des Américains, mais les Allemands, c'est les Allemands qui ont vendu la mèche. Les Allemands disent on veut pas donner de missiles Taurus aux Ukrainiens parce que nous, contrairement aux Britanniques et aux Français, on n'est pas capable de maîtriser le targeting. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui sont... Mais pas eux. Ouais. Valentin Dochot, comment est-ce qu'on en parle de la paix en Ukraine aujourd'hui? Vous avez pu en discuter avec les gens ou est-ce que ma question sonne totalement débile par rapport à ce qui se passe là-bas? Non, on en parle. Enfin, on la souhaite davantage qu'on en parle. Le problème, c'est que ça a l'air tellement loin. Il faut bien comprendre que 2 ans, c'est difficile à concevoir. Et pour une population qui est plongée dans une situation pareille pendant si longtemps, on vit au jour le jour. Dans l'espoir que le lendemain, ça ira mieux, dans l'espoir d'échapper à un bombardement par drone qui touche tout le monde un peu au hasard. On n'en parle pas énormément, on a très peur de la suite, et puis les gros sujets qui restent aujourd'hui, c'est qui reste-t-il pour aller se battre. Oui, et puis je ne suis pas sûr qu'aux Ukrainiens, leur demander si on peut garantir une sécurité mutuelle avec Poutine, je ne suis pas sûr qu'ils aillent dans ce sens-là. Je voulais vous faire écouter justement le Premier ministre polonais, on n'aura pas l'occasion de le voir parce que j'aimerais vous entendre Paul Loncin, parce que ce qui rythme aujourd'hui le quotidien des Ukrainiens, mais en particulier des soldats aussi, évidemment c'est ceux qui ne sont pas encore mobilisés. On parle beaucoup de mobilisation générale aujourd'hui en Ukraine, c'est le thème sur toutes les lèvres. Je pense qu'on était arrivé en Ukraine depuis moins d'une demi-heure, que le mot mobilisation est intervenu dans une discussion que l'on a eue. Une loi est en cours de préparation par les autorités ukrainiennes et en effet tout le monde a son avis là-dessus. Il y a ceux qui ont peur, qui ne veulent pas aller combattre, qui essayent d'éviter justement de tomber sur ces recruteurs qui emmènent ces futurs soldats justement dans les bureaux de conscription. Et puis il y a ceux qui la souhaitent, c'est notamment les proches des soldats qui sont au front, qui aimeraient bien qu'il y ait une rotation, parce que ça fait plus de 2 ans. Ces soldats aussi qu'on a rencontrés qui nous disent on est fatigués, mais qui l'admettent à demi-mot parce que toute déclaration qui montrerait justement la fatigue de l'armée ukrainienne pourrait être utilisée contre eux, pourrait être utilisée contre l'Ukraine, et ça c'est ce qu'ils veulent éviter absolument. Mais peut-être, pour vous rendre compte, on a posé la question un jour à un responsable des renseignements, mobilisation, il a dit « Oui, ça c'est un sujet quand même un peu compliqué, vous devriez plutôt aller voir la statue de Catherine II qu'on a déboulonnée plutôt que nous parler de la conscription. » Valentin, 2 choses sur ce sujet-là. Un élément très brièvement qui est abordé, qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est qu'on nous a dit très rapidement que globalement les hommes les plus compétents et les mieux formés étaient morts au front. Oui. Ça c'est un énorme problème parce qu'on peut recruter autant d'hommes aujourd'hui. Si on a des gens qui sont peu formés et qu'on prend assez peu le temps de former à côté, dans le meilleur des cas, dans des pays voisins occidentaux, on n'a pas le même résultat. Oui, ils avaient envoyé ceux qui étaient déjà au front depuis 2014 notamment, et puis ceux plus âgés aussi, pour tenter de garantir une sorte de nouvelle génération ukrainienne qui pourrait perdurer. Le mot de la fin est pour vous, Frédéric Moreau. Si on doit résumer aux gens qui nous suivent aujourd'hui ces déclarations de Macron, c'est quoi? C'est bomber le torse pour rassurer les Ukrainiens, les alliés, et montrer à Poutine qu'on est toujours là? C'est pas bomber le torse, c'est dire à Vladimir Poutine, vous ne nous faites pas peur, et nous serons là aussi longtemps qu'il le faudra. C'est aussi simple que ça, ni plus, ni moins. Et je suis quand même ahuri de voir que tous ces appels à la paix et à la négociation de gens qui n'auront aucune part à la négociation, parce que les seuls qui vont négocier à la fin, ce sont les Ukrainiens et les Russes. Enfin, je serais tenté de dire de quoi je me mêle. C'est seulement les Ukrainiens et les Russes qui pourront négocier. Or, pour l'instant, les positions de négociation sont absolument irréconciliables. De toute façon, je pense qu'on se reverra dans la semaine, Frédéric Moreau, pour tenter évidemment de continuer à faire comprendre à ceux qui nous suivent l'Ukraine. Merci à tous les deux, Valentin Dochot et Paul Loncin, de retour d'Ukraine. Évidemment, on ne manquera pas, Paul, de suivre vos reportages, notamment nos premiers sur l'info, tous les jours à 18h avec Nicolas Pipin. Je pense qu'on se revoit jeudi, Paul, parce qu'on aura Michel Goya et Jean Lopez qui seront en plateau. Frédéric Moreau me fait un pouce. Oui, c'est très bien. On a impatient de les recevoir. À suivre dans cette émission, focus sur la vie héroïque de Missak Manouchian, entré au Panthéon français la semaine dernière. On vous explique sa vie juste après ceci avec ce magnifique objet signé Didier Daninx qui sera mon invité dans quelques instants.